L'exposition Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois, qui se déroule actuellement au musée d'Orsay jusqu'au 4 février 2024, ne surprend pas au premier regard quand on y pénètre. On y voit son avant-dernier autoportrait, parmi les 35 qu'il a fait durant son existence, et qu'il avait rapporté avec lui de l'asile de Saint-Rémy de Provence, ainsi que le portrait du docteur Gachet, de toiles déjà très connues. Vincent van Gogh peignit environ 74 toiles en 70 jours, sans compter les dessins. L'exposition nous propose de nous en faire voir une quarantaine et 33 dessins de cette période cruciale. Mais peu à peu, en avançant dans l'exposition, on découvre d'autres œuvres, bien sûr les traits médiatisés de la période Auvers-sur-Oise, mais aussi d'autres moins connues, toutes peintes sur un peu plus de 2 mois, puisqu'il arriva le 20 mai 1890 et qu'il mourut le 29 juillet de cette même année. Auvers-sur-Oise, où habite le docteur Gachet, spécialisé dans les maladies de la mélancolie, peintre amateur et ami des impressionnistes. Les médecins de l'asile de Saint-Rémy de Provence considéraient Vincent van Gogh comme guéri, et bientôt le docteur Gachet sera du même avis. Aussi, Vincent décide de remonter vers le nord et de redécouvrir cette lumière avec tout l'apport que lui a apporté celle du sud. Théo, son frère, a déjà pris contact avec le docteur pour voir s'il pourrait veiller et rassurer Vincent si une crise réapparaissait. Vincent, à son arrivée à Paris le 17 mai au matin, découvrit sa belle-sœur Johanna. Celle-ci s'attendait à voir Annette déprimée, résignée, faible, mais au lieu de cela, elle eut la surprise de voir un homme robuste, large d'épaules, souriant et plein de vie. Il arriva à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, plein de projets et avec une très grande envie de peindre, sous l'œil bienveillant du docteur Gachet, qui lui conseilla de se donner à corps perdu à son travail. Pour un coût peu élevé, il s'installa à l'auberge Ravoux. Vincent reprenait sa vie en main, dormait, mangeait correctement, travaillait beaucoup et faisait de la marche, peignant le matin et retouchant ses œuvres l'après-midi dans sa chambrette. Les jours se suivaient dans cette ordonnance de travail. Le dimanche, il déjeunait chez le docteur Gachet. Celui-ci était peintre amateur et se donnait également à la gravure grâce à une presse. Initia Vincent à ce nouveau médium. Celui-ci entrevoyait tout le potentiel de ce nouvel instrument. Il ne fit qu'une seule eau-forte, qu'il retravailla avec différentes encres de couleurs. Nous pouvons en voir dans l'exposition, ainsi que des gravures du docteur Gachet. Cependant, Vincent doutait un peu des soins du docteur, qu'il pensait aussi malade que lui. Mais le docteur le rassurait, et en lui il trouva un ami pour parler peinture. Le problème qui inquiétait Vincent était de se retrouver seul, si une crise survenait, du fait que le docteur partait tous les matins pour sa clinique de Paris, où il soignait notamment ses malades avec de la digitaline, la plante que nous voyons dans son portrait. Mais continuons notre promenade au sein de l'exposition. Auvers-sur-Oise, en 1890, charmant village vallonné au milieu des champs, longeant la rivière de l'Oise. Un paradis près de Paris pour tout amateur peintre impressionniste. Bref, Auvers-sur-Oise, endroit rêvé pour Vincent van Gogh. Vincent fut enchanté par ces paysages qu'il peignit et dessina. Il aima ces fermes aux toits de chaume et toute cette nature pleine de vie. Aujourd'hui, grâce à ces tableaux, on peut redécouvrir les bords de l'Oise, avec ses champs et ses prés aujourd'hui disparus. Le trait dans ces tableaux est rapide, nerveux. Mais il faut bien comprendre qu'il a de l'expérience du métier et qu'il a l'œil, car il a beaucoup travaillé depuis qu'il a décidé de devenir peintre. Oui, vraiment beaucoup. Là, il assure, là, le trait ondule, il les façonne petits ou grands, il utilise tous les médiums et même il les mélange, comme dans la ferme du Père Éloi. Car Vincent est toujours en recherche, il expérimente constamment et utilise toutes les techniques pour avoir des rendus différents, comme la peinture et l'aquarelle, dans Paysage avec maison, ou cette ferme qui sert d'étude. Il y en aura une autre avant qu'il fasse un tableau plus ou moins final en double carré.
La peinture de Vincent est ici claire, limpide, souriante, sereine. On sent son bien-être, son envie de peindre, peut-être même qu'il voit enfin la vie en bleu, en rose, en couleurs lumineuses et heureuses. Dans cette fin mai, début juin 1890, ce sentiment est rendu dans de nombreuses toiles, comme par exemple La maison du père Pilon. Vincent ne s'est jamais intégré à un groupe, comme les impressionnistes ou les pointillistes. Lors de son séjour à Paris en 1886, il ne comprenait pas les batailles, les chicaneries entre les différents peintres et leurs appartenances à un style. Et il finit par partir dans le sud, à Arles, pour respirer et travailler à son évolution, avec l'idée qu'il pourrait travailler avec Gauguin, pour qui il avait une profonde admiration. Fatale idée et fatale erreur. Par contre, il intégra et digéra les différents styles et les utilisa pour créer, en fin de compte, et en solitaire, son propre mouvement totalement personnel. Le tableau, barque et figure au bord de l'Oise, est une œuvre un peu marginale par la thématique de bonheur et de repos d'un dimanche après-midi. Dans cette peinture, il utilise la complémentarité des couleurs pour renforcer l'effet de profondeur par un travail méticuleux et un grand équilibre du cadrage. Dans Ferme à Auvers-sur-Oise, toujours dans cette période d'espoir et de bonheur, il innove en laissant le blanc du papier pour former les nuages, et il complète le ciel et le reste de la toile avec de la couleur. Ce qui frappe également dans la toile Chaume de Cordeville est son souci du détail, comme avec ce mur décrépit de la ferme, les carrés de légumes et les choux. L'exposition n'oublie pas les tableaux célèbres comme l'église d'Auvers-sur-Oise ou le fameux escalier, qui existe toujours et qu'on peut voir à Auvers-sur-Oise, mais l'escalier est aujourd'hui légèrement différent puisque les arbres ont poussé. Toujours dans un travail constant de recherche, il aimait explorer, et notamment à travers la nature morte, qu'il a peint ici à travers des bouquets, entre son arrivée et la mi-juin. On peut remarquer un aspect un peu géométrique qui annonce les prémices de ce qui sera plus tard le cubisme, notamment avec la table et le vase, ainsi que la composition du bouquet. La représentation humaine a toujours intéressé Vincent, et il voulait toujours aller plus loin dans le portrait. Trouver des modèles a toujours été un problème et parfois il s'y est ruiné alors que ses ressources étaient quasiment nulles. Voilà une des raisons pour lesquelles il a peint de nombreux autoportraits. Mais outre cela, il peignait des personnes proches et à Auvers-sur-Oise, il peignit la fille du docteur Gachet, la fille de l'aubergiste Ravoux et quelques autres personnes qui gravitaient autour de lui, ainsi que des enfants dont on voit ici un des 2 portraits qu'il a fait. Il aimait à partir d'un thème varier tout le travail des couleurs. La couleur bleue est très présente dans cette production. Le bleu était pour lui une couleur du bonheur et de la joie de peindre. Pour en revenir au modèle, Adeline Ravoux, la fille de 12 ans de l'aubergiste, n'a posé qu'une seule fois pour lui, mais il en fit 3 toiles très fortes d'expressivité. La première, dont le bleu éclatant domine la toile par la robe et le fond, est rehaussée par le blond des cheveux et la pâleur du visage et des mains. Le second portrait que nous pouvons voir, le fond noir met en lumière la robe bleu pâle et blanche, le visage et les fleurs qui rappellent les couleurs de la robe. On voit ainsi dans cette partie de nombreux dessins d'enfants ou d'animaux, de paysannes au champ, ou un paysan, ou un dessin préparatoire pour le tableau Marguerite Gachet au piano, ou encore un des 4 carnets à dessin subsistants et le seul de la période française qu'il remplit notamment durant cette période auversoise. Comme je l'ai dit plus haut, Vincent expérimentait, essayait beaucoup, il dessinait, peignait, mélangeait des techniques et des médiums, et essayait plusieurs sortes de papier coloré. Au XIXe siècle et avec l'ouverture du Japon au monde extérieur, les estampes japonaises firent sensation auprès des artistes occidentaux. Vincent et Théo les collectionnaient, Vincent en tapissait les murs de sa chambre et s'en inspira beaucoup. Mais avec une idée toute personnelle
de ce qu'était le Japon, les Japonais et leurs artistes, ainsi que de l'art de l'estampe. On peut ainsi comprendre comment il travaillait. On sait aussi qu'il anticipait la réalisation de ses tableaux par ses lettres, où il commandait à son frère du matériel de peinture, couleurs, papier, etc., en fonction de ses futurs tableaux, plusieurs semaines à l'avance, ce qui présage à cette époque de son évolution et de son optimisme envers l'avenir. Vincent aimait la nature, les gens simples, les paysans, les ouvriers. Durant cette seconde moitié de juin, il la peignit presque sans humain. Voulait-il montrer que la solitude commençait à lui peser, que son frère lui manquait? Peut-être aussi que cette frénésie de peinture, même si elle produisait des effets bénéfiques sur lui, favorisait insidieusement une fatigue qui le gagnait lentement. Cependant, tous ne sont pas dénués de personnages, car il ne faut pas oublier qu'il était protestant et qu'il aimait ces travailleurs qui gagnaient leur pain à la sueur de leur front. Et on les retrouve dans plusieurs de ces tableaux de cette période. La plus belle partie de l'exposition est sans aucun doute cette salle composée des doubles carrés, qu'il a beaucoup travaillé durant sa période auversoise. À première vue, et dans cette première partie, elle respire le mois de juillet ensoleillé de 1890. On pourrait croire celui-ci serein et plein de vie, mais en y regardant de plus près, peut-être pas aussi serein que cela, et une grande partie de ces toiles renfermerait peut-être un fort sentiment de solitude et une grande tristesse. Vincent connaissait la situation de son frère. Théo, avec sa santé fragile, rongée par la syphilis, les ennuis avec ses employeurs, son désir d'ouvrir sa propre galerie, mais l'argent manquait, ses propres angoisses face à son propre avenir, car si on peut considérer de notre point de vue de bourgeois du début du XXIe siècle que son frère lui achetait ses toiles, mais très très peu étaient vendus par des acheteurs, certes, il commençait à être connu, des articles commençaient à paraître, des expositions mettaient ses œuvres sur le devant de la scène. Oui, on parlait de lui, mais des achats, pas encore ou trop peu. Et Vincent était conscient de tout cela et souhaitait que son frère et sa famille viennent se reposer à Auvers-sur-Oise, ce que Théo ne fit pas, pris dans ses propres angoisses. Il a peint 13 tableaux en double carré, 12 paysages et un en longueur de 1 mètre sur 50 centimètres. L'exposition ici rassemble 11 de ses toiles. Dans Pluie sur Auvers-sur-Oise, on ressent l'intérêt pour Van Gogh des estampes japonaises qu'il a beaucoup travaillées et dont on retrouve ici l'influence. Remarquons notamment le traitement de la pluie, très fine et très stylisée. La ferme de Georgius peut paraître inachevée, mais peut-être pas. Peut-être a-t-il voulu la laisser telle qu'elle, car d'autres toiles paraissent inachevées à nos yeux, et pourtant pour lui, elles étaient finies. Par contre, ce tableau a été longuement préparé par 2 toiles préparatoires. La voix de Vincent van Gogh était celle de la liberté et de l'audace, comme dans les moles de foin à Auvers, avec ses chevrons réguliers pour le ciel et ses lignes de fer à cheval pour la végétation. Il emploie également des nuances des verts et des jaunes pour les meules et des couleurs complémentaires. Le jardin d'Aubigny a laissé perplexe bon nombre d'historiens d'art, notamment à cause du chat. Il a été question que ce tableau ne soit pas de la main de Vincent, mais une autre théorie a vu le jour. En fait, il aurait fait 2 tableaux, dont un pour la veuve d'Aubigny, car il appréciait beaucoup ce peintre. Dans Champs près d'Auvers-sur-Oise, un des premiers tableaux à n'avoir pas de présence humaine, qui pourrait suggérer une grande solitude et une très grande tristesse. Un autre intérêt de ce tableau est la couleur violette d'un champ, car depuis son retour du Sud, Vincent voyait les couleurs autrement, et notamment cette couleur violette. La solitude dans ce tableau assez méconnu de Vincent, champ sous un ciel nuageux, se retrouve par ces champs sans distinction précise, et par un ciel qui s'étire et prend sa place grâce à une ligne d'horizon basse. Il reflète un grand calme, trop grand peut-être.
Champ de blé au corbeau est souvent connu pour être un tableau annonciateur de la mort de Vincent. Mais en fait, sans doute pas vraiment, car il a peint d'autres tableaux avec des corbeaux bien avant et il était toujours vivant. Par contre, cette œuvre nous montre son amour de la nature et sa dextérité à la peindre et à la rendre très belle. On y sent son incroyable dextérité à manier ses pinceaux et sa grande maîtrise des couleurs, tout comme dans Effet du soir sur le château d'Auvers, où l'on retrouve les touches en fer à cheval pour la végétation sur la gauche. Dans ce tableau, on ressent une grande paix. Les derniers tableaux, avec sous-bois avec deux figures, ce tableau ne relate pas une histoire d'amour ni une amitié entre homme et une femme. Non, en réalité, ce tableau n'est qu'une hymne à la couleur et à son emploi, qu'il a magistralement utilisé et qui annonce sa dernière toile, Racine. Racine, on peut se demander où il l'a peint. Mais si on va en pèlerinage à Auvers-sur-Oise, il y a un endroit où l'on voit effectivement ces racines. Mais juste à côté, il y a un autre endroit où l'on nous dit les racines sont là. Donc, où sont ces fameuses racines? D'où vient le tableau? Mais peu importe. Le principal n'est pas là. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce tableau est très novateur, car personne avant lui n'avait osé éclater les codes classiques de la peinture aussi loin que lui, et que ce tableau est précurseur à toute la peinture moderne et contemporaine, et annonce notamment l'expressionnisme allemand. La dernière partie de l'exposition est dédiée au cinéma, avec des extraits de films retraçant sa vie, car comment les metteurs en scène comme Maurice Pialat ou Vincente Minelli n'auraient-ils pas mis leur art et leur génie à faire revivre la vie de cet artiste extraordinaire? La dernière partie de l'exposition Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois, se termine par l'annonce de la mort de Vincent van Gogh. On peut y voir la lettre du docteur Gachet envoyée à Theo van Gogh le 27 juillet, ainsi que des lettres de ses amis peintres comme Lautrec, Pissarro et autres, ainsi que des faire-part et l'acte de décès sur le registre de l'état civil. Un témoignage touchant des acteurs de la peinture de cette époque. En effet, le 27 juillet, Vincent van Gogh se tire une balle dans la poitrine. Revenu à l'auberge, il mourra 2 jours plus tard, le 29 juillet 1890. Il avait 37 ans. Son frère Théo, prévenu, est arrivé et le veille. Theo van Gogh mourra le 25 janvier 1891, à 34 ans. Ils reposent aujourd'hui tous les deux côte à côte dans le petit cimetière d'Auvers-sur-Oise, au milieu des champs que Vincent van Gogh a tant aimés et tant peints. Vincent fut le peintre de l'innovation, de la recherche, de l'explosion des codes artistiques classiques. Il a ouvert la réalité à d'autres règles que celles que nos yeux voient. On peut se demander, si Vincent avait vécu, jusqu'où il aurait poussé sa recherche et ses innovations. Van Gogh, par sa nature, son caractère, sa personnalité, les rejets qu'il a eus des maîtres et des professeurs en titre, fut malgré tout cela un des plus grands génies de la peinture de tous les temps. Une belle exposition à voir absolument au musée d'Orsay jusqu'au 4 février 2024.